Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Point de rupture en partenariat avec le mensuel Rupture. Et je me trouve d'ailleurs ici avec le rédacteur en chef de Rupture, Pierre Lévy. Pierre Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, chers internautes, nous allons aujourd'hui parler, comme d'habitude, d'un sujet d'actualité et qui concerne les enjeux géopolitiques de la guerre en Ukraine. Et pour en parler, nous avons ici comme invitée Caroline Galacteros. Madame Galacteros, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Galacteros, vous êtes géopolitologue, spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques. Vous êtes également présidente du think tank Géopragma et vous êtes docteur en sciences politiques et avez été directrice de séminaire à l'école de guerre. C'est parfait. Tout est bon ? Tout est bon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, cher Pierre, où en est-on ? Alors, d'abord, on est effectivement très heureux d'accueillir Madame Galacteros, d'autant plus heureux qu'aujourd'hui même et tous ces jours-ci, l'actualité est chaude sur le terrain. Et vous allez sans doute, même si ce n'est pas le premier propos de notre émission, c'est plus sur les enjeux géopolitiques, mais peut-être vous pourrez nous donner quelques éléments sur le plan militaire proprement dit, puisque la grande presse et les grands médias ne tarissent pas d'enthousiasme sur les présumés succès de l'armée ukrainienne, dont j'ai cru comprendre que vous les relativisez d'une certaine manière. Mais juste, puisqu'on évoque la guerre, l'opération militaire spéciale, pour reprendre le nom que le président russe lui a donné, je voudrais simplement rappeler ce que beaucoup d'internautes savent déjà, c'est que l'histoire n'a pas commencé le 24 février 2022, mais que c'est un long processus. Je voudrais en rappeler quelques étapes. Je voudrais rappeler par exemple ce qu'on oublie toujours, c'est qu'en 2021, à la fin de l'année 2021, Moscou avait fait un certain nombre de propositions aux partenaires occidentaux en matière de cadre de sécurité et de stabilité en Europe. Alors on peut penser ce qu'on veut de ces propositions, mais elles avaient été balayées sans aucune discussion par les dirigeants occidentaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Russes ont eu quand même quelques doutes sur la bonne volonté de leur vis-à-vis. Ça, c'était 2021. Je rappelle qu'en 2014, il y avait eu notamment ce qu'on a appelé l'Euromaïdan, c'est-à-dire une sorte d'insurrection des forces nationalistes et pro-européennes jointes à un coup d'État qui avait abouti à la destitution du président légitimement élu en 2010, il y a Viktor Yanukovych, avec donc son remplacement par des forces nationalistes qui avaient pris un certain nombre de dispositions. Alors, il ne s'agit pas de les rappeler en longueur, mais notamment qui ont braqué un certain nombre de régions ukrainiennes, les régions les plus à l'est, les régions russophones, et notamment des dispositions linguistiques de répression de la langue russe, ce qui explique au moins en partie la sécession des provinces du Donbass. Je voudrais rappeler que ce n'était pas le premier coup de tonnerre, si je puis dire, puisque dès 2004, il y avait eu ce qu'on a appelé la Révolution orange, qui était, je le rappelle à l'époque, parce que notre journal avait pas mal enquêté, qui avait été très promue, financée, notamment par la multiplicité d'ONG, la volonté de renforcer la dite société civile, en tout cas qui correspondait à la volonté occidentale et européenne en l'occurrence, d'arrimer, comme ils disent, l'Ukraine au camp occidental. Mais je voudrais, juste pour faire ce dernier rappel, rappeler quand même qu'en 1991, ça nous ramène un petit peu plus loin en arrière, du temps où l'Union soviétique existait encore, le 17 mars avait lieu un référendum dans toute l'Union soviétique, ou plus exactement dans la plupart des républiques. Il y a eu 3 ou 4 républiques qui n'y avaient pas participé, mais l'Ukraine, entre autres, y a participé à un référendum où on a demandé l'avis aux citoyens soviétiques sur le maintien ou non d'une Union soviétique unifiée. Et 80% des électeurs avaient pris part au vote et 78% d'entre eux, y compris en Ukraine, alors je n'ai pas le chiffre de l'Ukraine exactement, mais c'était l'ordre de grandeur, s'étaient prononcés en faveur du maintien de l'intégrité de l'Union soviétique. C'était en 1991 et personne, même pas les Occidentaux à l'époque, n'avait mis en doute ou en cause la régularité du scrutin. Donc voilà, on ne part pas de rien. On arrive aujourd'hui à une situation où l'ensemble des grands médias applaudissent et espèrent que l'armée ukrainienne va obtenir des succès sur le plan militaire. Est-ce que vous pouvez peut-être reprendre la parole pour nous informer, pour nous éclairer, ou peut-être pour relativiser l'enthousiasme des Occidentaux sur les performances militaires de leurs protégés ? Volontiers. Je pense qu'il faut en effet être très prudent, très prudent, concernant l'évolution de la situation militaire. Et surtout, il faut se rendre compte que les médias occidentaux, depuis 15 mois, d'une manière extrêmement offensive, organisée, méthodique, produisent
une vision de ce qui se passe militairement sur le terrain qui est aux antipodes de ce qui se passe militairement sur le terrain. Bon, donc c'est quand même un vrai sujet. Donc on peut évidemment maintenant, ça fait 3 ou 4 mois que l'on parle de cette contre-offensive ukrainienne. Voilà, on l'a vendu, survendu, ça va arriver, ça va venir. Bon, on y est, effectivement. Les Ukrainiens n'ont pas voulu tout de suite dire urbi et orbi qu'ils étaient en phase d'offensive. Parce que ils ont évidemment quand même des doutes sur leur capacité à tenir le choc. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre de responsables américains de très haut rang, c'est un certain nombre même d'Ukrainiens qui entourent le président Zelensky et qui émettent de temps en temps quelques petites inflexions dans le narratif hyper victorieux, hyper positif, on va y arriver, on va les écraser, la Russie va être démembrée, Bon, la réalité, comme je dis toujours, c'est que la guerre, c'est quand même une équation. Et que dans l'équation, quelle que soit l'importance et la permanence et le rythme du soutien occidental à l'Ukraine, il y a une telle disproportion des moyens, des effectifs, de la mise en, comment dirais-je, de la mise en cohérence en fait du côté russe du pays par rapport à cet affrontement qui a pris des proportions qui n'étaient pas du tout celles souhaitées par Moscou au tout début, mais bon, l'escalade a fait que, voilà, donc maintenant on est dans un affrontement qui a vraiment changé de nature par rapport à fin février 2022. On est dans une telle disproportion que je pense que nos médias, et y compris nos experts, nombreux sur les plateaux des mainstream media, comme on dirait, feraient mieux d'être extrêmement prudents. Parce que pour l'instant, on voit surtout des chars britanniques et allemands s'empiler comme des vieilles carcasses dans certaines parties du front. Les Ukrainiens sont quand même très désespérés. Ce qui s'est passé sur le barrage à Kakhovka, à Nova Kakhovka, c'est quand même pas un signe de grande maîtrise de l'offensive à venir. Donc c'est un peu le baroud d'honneur, quoi. Pour moi, c'est un peu le baroud d'honneur. Soit l'Ukraine réussit, mais il faudrait qu'elle puisse renverser le rapport de force. Il ne s'agit pas seulement de tenir, il s'agit de renverser le rapport de force. Vous considérez que le rapport de force militaire, je parle sur le plan militaire, est favorable à Moscou? Ah, mais bien sûr. Pour des raisons. Mais tous les spécialistes le disent, si vous voulez. C'est pour ça, on vit dans une espèce de bulle totalement irréelle, de commentaires, d'interprétations, c'est grave, c'est très grave. C'est une question de munitions, c'est une question d'armes? C'est une question de munitions, de rythme, de capacité à soutenir l'offensive, de tactique, puisque les Russes n'ont pas du tout les mêmes tactiques que les Ukrainiens. Voilà, c'est ça, parce que Madame Galacteros, on pourrait vous répondre que le conflit dure depuis plus d'1 an maintenant et que c'est le signe d'un enlisement de la Russie. Au contraire, c'est un rythme voulu. Alors quelle est la stratégie de la Russie ? C'est un rythme lent, mais c'est un rythme lent, parce que la stratégie de la Russie, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a tellement diabolisé la Russie qu'on leur prête des choses qui ne sont pas qui ne sont pas réelles. Et on part de ces présupposés qu'on a nous-mêmes institués pour évaluer le réel quotidien de la guerre. Donc on ne peut que se planter, si j'ose dire. La réalité, c'est que il ne s'est jamais agi pour la Russie en février 2022. Et les effectifs engagés le prouvent, et la réalité des moyens de l'époque russe le prouve, d'envahir l'Ukraine. C'est nous qui avons dit que la Russie envahissait l'Ukraine. Elle est entrée en Ukraine. Elle avait des objectifs politiques et militaires clairs, mais très limités. Elle est entrée avec 100 000 hommes, plus quelques dizaines de milliers de soldats qui ne sont pas des combattants. Donc, de quoi parle-t-on? Il n'a jamais été question d'envahir l'Ukraine. Maintenant, plus le temps passe, plus elle est mise en situation de devoir avancer, ne serait-ce que pour conserver ce qu'elle a pris et pour conserver les zones qu'elle a placées sous sa protection. Première chose. Deuxième chose,
la tactique, enfin la volonté politique, et ça quand même tous les gens qui suivent un peu cette situation le savent bien, sauf qu'on ne veut pas le dire puisqu'on a diabolisé l'individu à un niveau jamais atteint. Mais l'idée politique de Vladimir Poutine qui a une incidence directe sur le rythme des opérations, c'est pour ça que c'est tellement lent, c'est de ne pas toucher les populations civiles ukrainiennes. Et il y a un nombre de morts civils, évidemment, qui sont tous tragiques, qui sont tous dommageables, qui sont tous... voilà. Mais au bout de 15 mois de conflit, on a, je crois, autour de 10 000 morts civils. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nombre de morts faits par la coalition américaine qui est entrée en Irak en 2003, en 2 mois. Je veux dire, on est dans des... Mais c'est sans commune mesure. Donc il y a des options tactiques qui sont prises pour taper les forces armées ukrainiennes et tout ce qui leur est utile, les infrastructures civiles, mais civilo-militaires, par exemple, tout ce qui est ferroviaire, tout ce qui est routier, tout ce qui est électrique, tout ça sert aux armées dans le cadre d'une guerre. Ça a un impact aussi sur les populations civiles. Ça a un impact sur les populations civiles, mais c'est pas une guerre civile, genre tapis de bombe, où on tue des dizaines de milliers de civils. C'est pas le bombardement de Dresde, quoi. Pas... Ben, ni même ce que les Russes ont pu faire en Tchétchénie dans les années 90. Ça n'a rien à voir. Donc il y a des options politiques prises, à mon avis, par le Kremlin depuis le début, qui sont extrêmement en retenue. Alors nous, ça nous paraît scandaleux quand on dit retenue, mais comment? Mais non, mais les Russes ne se retiennent pas. Mais si, ils se retiennent, parce que sinon il n'y aurait plus d'Ukraine depuis très 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 longtemps. Et notamment du fait de la disproportion des troupes, du nombre de troupes, c'est ça que vous aviez souligné, alors, les forces humaines de part et d'autre. Alors aujourd'hui, on peut dire que la Russie a un demi-million d'hommes, s'il le faut, à engager ou qui est engagé. Ça paraît énorme. Hein, eh oui, mais bien sûr que ça paraît énorme. Face à 150 à 200 000, si mes dernières... Et vous avez parlé de guerre d'attrition. Ça évolue. Alors, la guerre d'attrition, c'est donc une guerre... c'est une guerre d'usure, c'est une guerre qui vise à affaiblir le potentiel des forces adverses pour durer et pour pouvoir, dans le temps, espérer renverser un rapport de force. Or là, non seulement il y a un problème d'effectifs, clair, parce que les Ukrainiens ont eu des pertes, parce qu'eux, ils ont une autre tactique. Eux, c'est scandaleux et personne n'ose le dire, parce que évidemment, moralement, ça nous placerait quand même dans une situation délicate. Mais enfin, les options des généraux ukrainiens ne sont pas celles des généraux russes. C'est-à-dire, ils ne préservent pas particulièrement leurs troupes. Voilà. Et c'est un vrai sujet. On l'a vu à Bakhmout, où ils ont engagé des unités précieuses, formées, etc., et où ça a donné un carnage à la fin. Pourquoi? Parce que du côté russe, on va au contact quand il le faut, mais on se sert de l'artillerie, ils ont une supériorité en matière d'artillerie, oui, voilà, qui ne peut pas être contrée. C'est pour ça que nous, on a un problème de munitions, c'est pour ça qu'on se... Donc, si vous voulez, il faut renverser. Il ne s'agit pas de faire une offensive pour faire une offensive. L'idée, si l'Ukraine voulait, ce que ses dirigeants prétendent encore, reprendre tous les territoires, reprendre la Crimée, reprendre tout, il faudrait une force considérable. Donc à moins de l'engagement qui est en permanence nié très prudemment par tous les responsables OTAN et américains, en l'absence de l'engagement des forces OTAN concrètes, officielles, sur le terrain, à supposer qu'elles en soient capables. Américains, quoi. Des soldats américains et autres. Et autres. Alors, on sait qu'il y a des Polonais, on sait qu'il y a un certain nombre déjà. Combattants étrangers. Mais de manière massive, il n'y a aucune chance, et c'est là qu'on atteint le tragique, il n'y a aucune chance pour que l'Ukraine puisse renverser le rapport de force militaire. Donc, on est en train de faire durer une guerre qui provoque des dizaines de milliers de morts et même des centaines de milliers de morts côté ukrainien, beaucoup plus que du côté russe. Le rapport est de 1 à 8. Quoi. Oui, ça c'est important de quand souligner même, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend. Mais bien sûr, mais c'est toujours comme ça. Alors pour poursuivre dans ce débat, puisque vous avez parlé des Occidentaux,
je voudrais souligner et vous faire réagir aussi sur le rôle des Occidentaux, qui n'est pas seulement un rôle de soutien, mais pour partie un rôle de pilotage. Oui. Et quand on parle des Occidentaux, c'est un soutien qui est à la fois politique, diplomatique, militaire, on l'a dit, mais aussi économique, et qui a, et je crois que vous l'avez évoqué, été d'une certaine manière croissant. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan militaire, les Allemands ont été moqués parce qu'au départ, ils livraient des lunettes de visée nocturne et des casques. Aujourd'hui, les lignes rouges successives en termes de blindés, de transport de troupes, d'avions, voire de missiles, ont été successivement dépassées. Et je voudrais, de ce point de vue, rappeler qu'il y a les Occidentaux en général, il y a évidemment un certain nombre de données chiffrées sur l'aide que les Américains d'une part et les Européens d'autre part fournissent à Kiev. Alors, sans vouloir ensevelir nos internautes sous les chiffres, il y a quelques éléments qu'on peut donner. L'aide financière de l'Union européenne, ce qu'ils appellent l'aide macro-financière, était de 7,2 milliards en 2022, de 18 milliards en 2023. L'aide humanitaire était de 668 millions, c'est des chiffres de la Commission européenne elle-même, 535 millions dans le cadre du mécanisme de protection civile, mais surtout l'aide militaire de Bruxelles en tant que telle est de 3,6 milliards en termes de matériel, de 123 millions en termes de formation, et globalement 50 milliards d'aides ont été fournies à l'Ukraine si on prend l'ensemble des pays de l'Union européenne et de ses pays membres, selon la Commission elle-même, qui inclut donc les sommes déboursées par les uns et les autres. Au total, si on inclut les Américains sur le seul plan militaire, c'est 62 milliards qui ont été dépensés, donnés aux Ukrainiens, voire prêtés, on y reviendra, sur un an. Washington reprenant pour sa part 44,3 milliards d'euros sur le budget d'aide militaire. Et peut-être un dernier point pour fixer les idées, parce que ça concerne la Commission, et plus particulièrement le commissaire Thierry Breton, responsable du marché intérieur et de la politique industrielle, qui a lancé en mars puis mis en œuvre en mai un plan de 500 millions d'euros pour relancer toutes les usines qui sont peu nombreuses, qui produisent des munitions à fournir aux Ukrainiens. Parce qu'on va en parler, vous l'avez dit, les Ukrainiens ont un problème de munitions, et les Occidentaux fournissent notamment sur leurs stocks, mais ces stocks s'épuisent. Et donc, la Commission européenne a tout à fait officiellement consacré 500 millions d'euros à rebâtir une industrie de guerre, et notamment pour produire 1 million d'obus d'ici un an. Soit dit en passant, d'ici un an, ça veut dire qu'on considère que la guerre va durer Bien encore. Sûr. Donc, cette industrie de guerre nous concerne directement. C'est-à-dire qu'on parle là, évidemment, du drame qui se produit sur le terrain en Ukraine, mais on parle là aussi de milliards et de dizaines de milliards qui sortent de nos poches, si je puis dire, et qui sont investis contre nos intérêts. On va y revenir. Peut-être un dernier mot pour vous faire réagir sur ce point. L'Ukraine est, pour les dirigeants européens en particulier, un terrain sur lequel ils aiment proclamer et afficher leur unité. Nous sommes tous unis depuis le début, depuis le premier jour. En réalité, s'il y a effectivement eu des sanctions, 10 paquets de sanctions qui ont été imposés jusqu'à présent, le 11e paquet que les plus ultras voulaient mettre en œuvre, notamment la Pologne, les pays baltes, et ça coince. Parce que la Grèce, la Hongrie, pour des raisons diverses, commencent à mettre le haut là, et on peut penser que les divergences commencent à s'aiguiser un petit peu entre les membres les plus ultras. Et le principe de l'intégration européenne, c'est ce qu'on a vu en tout cas, c'est que c'est jusqu'à présent l'ensemble qui s'aligne sur les plus ultras. Il y a une sorte de surenchère qui se fait pour qu'on n'apparaisse pas comme le pays le moins allant. Et donc tout ça nous conduit vers une surenchère sur laquelle je voulais vous faire réagir. Donc économie de guerre, industrie de guerre, aide massive. Il y a un point important, c'est ce que tu as souligné tout à l'heure, c'est à savoir est-ce que cet argent on le leur donne ou est-ce qu'on le leur prête ? Alors, Madame Gallecteros, peut-être vous voulez réagir là-dessus. Oui, alors il y a beaucoup à dire là. J'ai pas pris de papier et de crayon, mais je vais essayer de me souvenir de tout ce que m'a évoqué votre propos. D'abord, on donne, on prête beaucoup. En tout cas, les Américains prêtent. Alors, ils prêtent comment ? Ils prêtent en récupérant par avance et de manière très substantielle les actifs économiques de l'Ukraine.
Alors, c'était sorti il y a 6 mois ou 8 mois, je ne sais plus, des firmes comme bien sûr BlackRock, mais aussi Monsanto, mais aussi un certain nombre de sociétés avaient déjà mis la main sur ce qui reste ou ce qui pourrait être potentiellement l'agriculture ukrainienne. Industrie et agriculture. Industrie et agriculture, il y a aussi des mines, enfin il y a un certain nombre de choses en Ukraine. Il se trouve néanmoins que la partie la plus riche de l'Ukraine, c'est le Donbass. Oui. Bon. Donc, et que là, ce sont les oligarques ukrainiens qui d'ailleurs ne sont pas pour rien dans le déclenchement et l'entretien de cette guerre pour récupérer leurs assets. Mais enfin bon, ça c'est une histoire, enfin leurs assets, oui. Ça c'est une histoire qu'il faudrait détailler. Ce que vous avez décrit, c'est une fuite en avant terrifiante. Et c'est pour ça qu'on a un narratif qui est à front renversé par rapport au réel. Parce que si l'Ukraine n'a aucune chance contre la Russie, mais quelle est cette folie dans laquelle nous nous sommes tous engagés? Et cela, ça renvoie, on est obligé à ce moment-là de penser à quels sont les objectifs de l'action occidentale, américaine et européenne en Ukraine. Puisque donc cette guerre, certes, a été déclenchée par l'entrée dans le territoire ukrainien de la Russie, mais on sait très bien qu'il y avait une offensive ukrainienne dans le Donbass qui avait commencé, mais on sait très bien que la provocation est montée doucement, qu'effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, le jour où, mi-janvier, l'OTAN a gentiment jeter le papier à la figure de Vladimir Poutine, le papier des propositions sur la refonte de la sécurité en Europe, on pouvait se dire qu'on allait quand même vers une phase... donc il y a toute une dimension de provocation. Le problème, c'est que rien n'a marché comme on l'imaginait. Pour les Occidentaux. Mais oui, Vladimir Poutine, lui, il a fait des erreurs d'interprétation et sans doute de renseignement, d'information quant à la réalité de l'accueil que lui feraient les Ukrainiens, et notamment à Kiev, au début de l'opération militaire spéciale, au tout début. Mais nous, les Européens et les Américains, se sont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette opération qui est sous-dimensionnée, avec très peu d'hommes finalement, en fait, il n'est pas capable, son économie va s'effondrer, etc. Donc, on y va. C'est là qu'on a interrompu les négociations, qu'on a laissé les services secrets ukrainiens tuer 2 des négociateurs, quand même, de leurs propres négociateurs, et puis qu'on est passé à une phase, maintenant, on ne cause plus, on ne parle plus, il est hors de question d'avoir des négociations, parce qu'au départ, Zelensky était quand même, il avait compris que peut-être il fallait faire attention et que là, il était peut-être allé trop loin, donc les négociations elles-mêmes avaient bien avancé. Donc tout ça a été mis en panne, et on est parti dans une escalade, et finalement, on a été en permanence, j'allais dire, déçus par rapport à nos attentes, du fait des réactions de la Russie, mais aussi du fait de tout ce que cela a provoqué dans le reste du monde. Et c'est là que le calcul occidental comment dirais-je, d'affaiblissement, et même les fantasmes de certains sur le démembrement de la Russie, deviennent complètement suicidaires. Alors, pour les États-Unis, c'est une chose, les États-Unis sont loin. Il ne va rien leur arriver. C'est l'Europe qui souffre, c'est l'Europe qui est dans un piège d'affaiblissement, d'absurdité, en fait, par rapport à ses intérêts économiques, par rapport à ses intérêts stratégiques, par rapport à son unité qui est, comme vous l'avez dit, un peu flageolante, au fur et à mesure que le conflit s'enlise, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas d'issue. L'issue, ce serait de parler de paix. Ce serait de changer, ce serait de se rendre compte qu'on a fait une bêtise. Voilà, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire sur les Européens versus les Américains. Et vous avez eu raison de dire que les Américains on gagnent sur tous les tableaux par rapport aux Européens, puisque les sanctions qui ont été imposées ont fait exploser le prix de l'énergie et l'Allemagne en particulier, les Européens en général, l'Allemagne en particulier, a été touchée de plein fouet par la hausse considérable du cours des hydrocarbures, alors même que les Américains sont très peu ou quasiment pas dépendants de l'énergie russe. Et donc de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de phénomènes économiques comme les délocalisations en cours,
de grandes industries ou de grandes entreprises européennes et allemandes en particulier, qui sont tentés de s'installer désormais, de délocaliser ou d'installer des unités de production aux États-Unis. Donc, surtout qu'on a fait une réglementation pour. Absolument. On a fait l'IRA. Absolument. Donc là, on les affaiblit, puis après on leur dit « mais vous inquiétez pas, c'est pas trop grave, venez chez nous, ça ira mieux ». Avec ce discours de la part des dirigeants européens qui massivement versent moins pour des questions de moyens que les Américains en termes quantitatifs. Mais les Européens, les dirigeants européens, je parle bien des dirigeants, tentent à dire, mais c'est notre guerre, c'est-à-dire ça se passe sur notre territoire ils annexent d'une certaine manière l'ensemble du vieux continent, ça se passe sur notre territoire, et la raison qu'ils mettent en avance, et notamment les Polonais, les Baltes, mais personne ne les contredit, c'est si on n'aide pas l'Ukraine maintenant, alors les Russes vont envahir la Pologne, vont défiler à Varsovie, vont défiler à Berlin, et vont planter leur tente sur les Champs-Élysées. Alors, ça paraît un peu grotesque comme ça, mais c'est formulé de manière tout à fait officielle et tout à fait étayée en tout cas avec nombre parce que au fond, non, c'est pas étayé. Je vois non, pas. C'est pas étayé de manière rationnelle, mais c'est répété à la société. Enfin, pourquoi il faut arrêter. C'est une Il théorie y a du une complot. alliance. Oui, mais là pour le coup, c'est n'importe quoi. L'OTAN est une alliance. L'article 5 stipule que si un de ses membres est attaqué, les autres viennent à son secours. Quel est l'intérêt de la Russie, qui déjà est le plus grand pays du monde? Mais quel intérêt, en fait? Pour faire quoi? Avant la guerre en Ukraine, on trouvait absurde que la Russie attaque l'Ukraine. C'était prévu par personne. Alors, c'était prévu par personne, sauf par ceux qui faisaient tout pour que la Russie en ait assez et finisse par être obligée de faire quelque chose. Voilà. Moi-même, je ne l'avais pas prévu. Je pensais que Vladimir se montrerait encore patient. Je pensais qu'il rongerait encore son frein. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Donc, j'ai mésestimé l'ampleur, en fait, l'ampleur de l'impasse dans laquelle il a été mis et où il s'est retrouvé face à un choix cornélien et douloureux, mais enfin, il fallait bien faire quelque chose. C'est soit précisément, je n'agis pas et ce sera extrêmement préjudiciable à mon pouvoir en interne, soit j'agis et je prends aussi des risques énormes, qu'ils soient économiques ou politiques. Donc il a fait un choix. Puisqu'on évoquait les dirigeants européens qui, encore une fois, essayent d'afficher leur unité qui commence à grincer, à coincer un petit peu, je voudrais évoquer un point particulier qui est le fait que l'Ukraine et la Moldavie se sont vus attribuer le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne l'année dernière, en juin dernier. Ça ne s'est pas fait tout seul, mais ceux qui étaient réticents n'ont pas pu tenir face à ceux qui leur disent « mais enfin, comment ne pouvons-nous pas être solidaires ?» Voilà. C'est comme l'élargissement dans les années 90. Voilà, sauf que qui a fait des heureux, c'est notamment l'Allemagne qui a pu avoir un hinterland industriel, sauf que là, les choses se présentent différemment, et qu'un certain nombre de dirigeants européens les plus partants pour une intégration toujours plus poussée se rendent bien compte qu'à force d'intégrer, de faire adhérer de nouveaux pays, ce qui n'a pas été le cas depuis 10 ans, hein, la dernière c'était la Croatie, eh bien tout ça va devenir ça l'est déjà d'une certaine manière ingérable, mais les contradictions vont monter, notamment en politique étrangère où les décisions se prennent encore à l'unanimité, aux grandes dames des Allemands notamment, et où plus on est de fous, entre guillemets, autour de la table, et plus la mécanique d'obtenir l'unanimité risque de coincer. Et c'est pour ça qu'il y a eu une idée, le lancement d'une initiative qui a été à l'origine proposée par Emmanuel Macron. En octobre dernier, il y a eu la première réunion de ce qu'il a appelé la communauté politique européenne. Alors j'en dis juste un mot, c'est une réunion qui visait à rassembler d'une part les dirigeants des 27 de l'UE et une vingtaine d'autres pays du vieux continent, donc bien sûr le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, mais aussi l'Azerbaïdjan, la Turquie, tout le monde sauf la Russie et la Biélorussie, pour bien montrer qu'on met à l'index en quelque sorte, qu'on isole la Russie. C'était le but. Mais il a été reproché à Emmanuel Macron par les plus ultras de dire oui, mais en fait vous mettez cette initiative en place mais parce que vous voulez pas vraiment faire rentrer l'Ukraine et la Moldavie pour des raisons encore une fois d'inquiétude sur les conséquences d'explosion que ça peut avoir. Et donc on en est là aujourd'hui. Il y a l'enjeu de savoir, parce qu'il y a aussi pas seulement l'Ukraine et la Moldavie, mais il y a aussi les pays des Balkans. Parce que Bruxelles nous dit si on n'intègre pas les pays des Balkans, alors c'est la Chine et la Russie qui vont mettre la main ou qui sont déjà en train d'influencer tout ça. Et donc il y a des divergences fortes
sur l'intégration des prochains pays, sur la manière dont on les intègre, et puis il y a la question de l'intégration à l'OTAN. Va bientôt y avoir le sommet de l'OTAN, et un certain nombre de pays, toujours les mêmes, la Pologne, les Baltes, qui poussent pour que l'Ukraine soit intégrée au plus tôt dans l'organisation de l'Alliance Atlantique, mais en même temps, si ce pas était fait, ce qui est peu probable à court terme, alors ça risque de déclencher une guerre mondiale, puisqu'on intègre un pays en guerre. Alors surtout ces éléments d'incohérence, ou plus exactement de facteurs d'implosion de l'Union européenne et des dirigeants occidentaux, est-ce que vous avez une réaction, est-ce que vous avez une analyse là-dessus ? Mais je pense que nous sommes dans un processus d'escalade totalement inconscient, irresponsable de l'ensemble des dirigeants occidentaux. Je suis désolée, du haut de mon tout petit tabouret, je dis ça. Nous sommes dans l'irresponsabilité la plus totale, nous sommes en train de créer des situations difficilement réversibles. Il va falloir, la Russie, elle est là, elle a des inquiétudes de sécurité qui sont extrêmement légitimes, et ça tout le monde le sait. On fait semblant de ne pas le voir depuis des années, mais c'est une évidence. Bon. Faire rentrer l'Ukraine et la Moldavie dans l'Europe, déjà... Bon. Enfin, je pense que l'Europe a quand même d'autres sujets. Elle est déjà dans une situation économique très très difficile. On ne va pas faire rentrer 2 pays en ruine et en pauvreté radicale là-dedans. Enfin, on est fou. Accessoirement en corruption et en... Tout, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais déjà, c'est comme le Kosovo, si vous voulez. Il faut arrêter. Il faut commencer à assainir déjà notre ensemble. Il faut comprendre que plus on fait rentrer des pays qui sont en fait sous le joug, sous la dépendance stratégique et économique et politique américaine, plus on rend l'Europe ingérable. Donc, alors, il faut savoir, soit on décide qu'il n'y a plus d'État. Voilà, c'est Madame von der Leyen qui décide de tout, c'est formidable. Les chefs d'État européens abdiquent une fois pour toutes, ils vont jouer au golf, ils font autre chose. Et puis, l'Europe se met sous le joug américain une bonne fois pour toutes, elle l'assume. J'entendais l'autre jour Alain Minc qui disait ça face à Emmanuel Todd. Ben oui, c'est le suzerain, voilà, c'est le suzerain américain, c'est formidable, je m'en réjouis. Bon, ben voilà, très bien. Donc, à ce moment-là, eh bien, nous serons de toutes les aventures américaines. Et il faut comprendre quand même que les États-Unis ont des logiques, des intérêts, des moyens qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc nous, on a intérêt à ce que l'Europe soit en paix. Il paraît que l'Europe s'est faite pour la paix, contre la guerre. Ça fait partie des légendes urbaines. Si certes, mais enfin, la sécurité en Europe, elle est en morceaux. Donc ça n'est pas en créant... des ensembles, et en plus en excluant, c'est tellement infantile. Il est urgent, pardonnez-moi, il est urgent de parler de paix. Il est urgent d'arrêter les frais de cette fuite en avant qui n'a aucun sens. Parce que là, on s'achemine vers un conflit très long. Très long. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Les Russes ont bien compris, et je pense que là, ce qu'ont pu dire Mme Merkel et M. Hollande sur la manière dont les accords de Minsk avaient été conçus, c'est dramatique, c'est une humiliation. Mais enfin, mettons-nous à la place de Moscou. C'est une humiliation publique, worldwide, débitée partout, sur tous les canaux du monde, en disant « Mais on s'est moqué de vous, mais vous ne saviez pas qu'on s'était moqué de vous ?» Oui, pour préciser pour nos internautes, les accords de Minsk qui visaient à instaurer un cessez-le-feu, notamment au terme de 2014, et qui sont ensuite apparus dans la bouche des dirigeants que vous avez cités comme étant on gagne du temps pour permettre que l'armée ukrainienne se renforce. Mais Madame Galacteros, je me permets de vous poser cette question parce qu'elle me brûle les lèvres. Quand vous dites il faut faire la paix, mais dans l'esprit de ceux qui sont plutôt pour l'Ukraine, qui veulent soutenir l'Ukraine, c'est céder à Poutine. C'est en fait entériner la victoire de Poutine. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, mais il n'y a pas de victoire ukrainienne possible. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Il faut assumer le poids de ce qu'on a fait. On a fait en sorte que la Russie entre en guerre. Bon, elle est entrée en guerre. Bon, elle petit à petit, et depuis 15 mois, on nourrit cette escalade sans arrêt. Bon, maintenant, elle est militairement sans commune mesure avec son adversaire.
les régions qui ont été désormais intégrées à la Fédération de Russie. Imagine, qui est assez... C'est même pas de la naïveté, c'est tellement ridicule de dire ça. Qui peut imaginer que la Russie, après avoir perdu quelques dizaines de milliers d'hommes, parce qu'elle en a certes perdu 10 fois moins que les Ukrainiens, mais tout de même, après avoir mis son économie en mode guerre, après avoir pris des risques considérables, après s'être fait diaboliser par la planète entière de manière... enfin, pas la planète entière précisément, mais en tout cas le monde occidental, de la façon dont ça s'est produit, va juste dire « Oh bah oui, en fait, non, c'était pas bien ce que j'ai fait. Hein. Je vais rentrer dans mes frontières. » Oui. Je vous redonne les quatre oblasts que j'ai intégrés dans la Fédération de Russie. Sauf si le pari est de faire tomber Poutine politiquement, au sein même de la Russie, par un étranglement économique de la Russie. Oui, mais bien sûr. Vous avez l'impression que la Russie est étranglée économiquement ? Qui est-ce qui est étranglé économiquement en ce moment ? Qui est-ce qui est au bord de la faillite ? Qui est-ce qui a des problèmes avec le dollar ? Qui est-ce qui est en crise ? C'est l'Europe, c'est pas la Russie. Tout ça nous amène... C'est fou. Nous sommes fous. Tout ça nous amène doucement vers la deuxième partie de notre émission, où les enjeux globaux géopolitiques, et notamment des puissances hors le monde occidental, fera l'objet de notre échange. C'est ça, et donc, chers internautes, merci à tous d'avoir suivi cette émission, puisque, comme vous le savez, elle est divisée en deux parties. Une partie là que vous venez de voir, et une deuxième partie qui est réservée aux contributeurs du Média pour tous et aux abonnés du Mensuel Rupture. Donc n'hésitez pas à contribuer ou à vous abonner. Ou les deux. Ou les deux d'ailleurs, j'y avais pas pensé, pour voir la partie qui va arriver tout de suite. Merci à tous, n'hésitez pas non plus à partager cette émission, à en parler autour de vous, à commenter, ça nous rend service.